Bonjour, bienvenue dans les Ondes Positives, le podcast de Brainway. Aujourd'hui, pour notre épisode consacré à la neurochirurgie de l'épilepsie, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Choly, qui est neurologue au service d'épileptologie, rythmologie cérébrale et neurochirurgie du CHU de la Timone à Marseille. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. On va voir ensemble tout le processus en fait de la neurochirurgie. Vous êtes un centre de référence en neurochirurgie de l'épilepsie, c'est bien ça? Oui, bonjour et merci Bonjour. de m'avoir accueilli aujourd'hui. Moi, je travaille au centre de référence nationale de chirurgie de l'épilepsie à Marseille depuis maintenant presque 6 ans. Ok, très bien. Et en quoi ça consiste alors la neurochirurgie de l'épilepsie? La chirurgie de l'épilepsie, c'est un ensemble de démarches diagnostiques et thérapeutiques qu'on propose aux patients atteints de l'épilepsie focale pharmacorésistante et qui consiste, aux premières étapes, de comprendre quelles sont les régions du cerveau à l'origine des crises de patients. Et en deuxième étape, proposer aux patients une solution non pharmacologique, ça veut dire soit une solution chirurgicale, soit une solution de neuromodulation pour permettre comme objectif principal de stopper définitivement les crises du patient. Donc l'objectif de ce parcours est évidemment rendre le patient complètement libre des crises. Si cela n'est pas possible, on peut avoir pour des solutions d'amélioration. D'accord. Que ce soit en termes de l'intensité ou de sévérité ou de la fréquence des crises. Donc l'objectif, c'est quand même d'aller vers la guérison, la possible guérison des crises d'épilepsie. D'accord. Et alors, est-ce que ça s'adresse finalement à tous les patients épileptiques, cette chirurgie? Alors, si on parle précisément de parcours vraiment de la chirurgie envers la guérison, elle s'adresse malheureusement pas à tous les patients atteints de l'épilepsie, mais à des patients atteints d'une forme de l'épilepsie qu'on appelle une épilepsie partielle ou une épilepsie focale. Et au sein de cette forme de l'épilepsie, à des patients qui ont une épilepsie ce qu'on appelle pharmaco-résistante ou pharmaco-réfractaire, c'est-à-dire dont l'épilepsie ne peut pas être contrôlée par des médicaments. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a une vingtaine de médicaments anticonvulsifs à proposer. Néanmoins, il est important de savoir que la pharmacorésistance se définit par l'échec d'au moins 2 molécules anticonvulsives qui ont été testées ou utilisées chez le patient. Dans ce cas, on parle déjà de la pharmacorésistance à partir de ce moment-là. D'accord. Et du coup, c'est vrai que les premières opérations, ça date de quand en chirurgie de l'épilepsie? Est-ce que vous avez un petit historique ou pas par rapport à ça? Alors ça, c'est une très bonne question. Ouais. C'est vrai que les premières opérations chirurgicales qui concernent les patients épileptiques datent de fin du 19e siècle. Ah oui, quand même. C'était en 1886. D'accord. C'était en Angleterre. Donc il faut savoir que l'histoire de chirurgie de l'épilepsie, c'est toujours l'histoire de collaboration entre neurochirurgiens et neurologues. Oui. Et donc, c'était le couple Jackson et Horsley. D'accord. Le couple neurologue et neurochirurgien en Angleterre qui ont opéré les premiers patients atteints de l'épilepsie post-traumatique à l'époque. Mais évidemment, on ne peut pas encore parler de la chirurgie de l'épilepsie à proprement parler dans ce sens-là. La chirurgie de l'épilepsie est née dans les années 50, fin des années 50 du XXe siècle. On va dire en parallèle en France et au Canada. Donc au Canada, à Montréal, c'est à nouveau le couple de neurologues et neurochirurgiens, Jasper et j'ai oublié le nom. C'est vrai. Qui ont développé les techniques d'exploration invasive par grille durale en vue de la chirurgie de l'épilepsie. Et en parallèle, à l'hôpital Sainte-Anne, c'est Jean Banco et Jean Talarac, à nouveau le neurochirurgien, qui ont développé la technique de la stéréoélectroencéphalographie. Et c'était la naissance, on va dire, à proprement parler de la chirurgie de l'épilepsie à partir de ce moment-là. Ouais, donc c'est fou de voir toute l'évolution qu'il y a pu y avoir depuis la création, on va dire, des premières opérations. Combien il y a de centres en France en fait qui sont vraiment spécialisés dans la chirurgie de l'épilepsie? Est-ce qu'ils sont répertoriés? Oui, aujourd'hui, je pense on peut parler de 15 centres en France qui sont spécialisés, qui proposent la chirurgie de l'épilepsie comme on la connaît aujourd'hui.
D'accord, donc vous avez des patients qui viennent d'un peu partout en France alors? Bon, partout, non, Non. mais je pense que chaque grand centre essaie de gérer sa région et parfois, bien sûr, il y a des patients très compliqués qui peuvent être adressés entre les régions selon leur profil. D'accord. Certains centres peuvent être plus spécialisés pour certains aspects de la prise en charge. Ok. Alors du coup, concrètement, un patient qui doit se faire opérer, qui va peut-être vers le processus de l'opération, il a des examens à passer en pré-chirurgie. Comment ça se passe? Oui, il y a une palette d'examens à passer et ce parcours, qu'on appelle le parcours chirurgical, se divise en deux grandes parties. Donc la première partie, première étape, concerne des examens qu'on appelle non invasifs, ça veut dire vraiment non dangereux globalement pour le patient, qui consiste à réaliser un examen clinique approfondi, un interrogatoire approfondi sur les symptômes de crise. D'accord. Et ensuite des examens complémentaires, notamment vidéo-G, prolongé afin d'enregistrer les crises habituelles du patient et différentes imageries comme l'IRM cérébrale, comme des imageries fonctionnelles, notamment TEP scanner, une imagerie fonctionnelle de langage, pour compléter les données. On réalise aussi parfois des examens plus sophistiqués comme une IRM à ultra haut champ, très puissante, pour avoir des petites lésions notamment ou des lésions non visibles à des IRM standards. Et une magnétoscopigraphie peut également être proposée comme une technique d'exploration supplémentaire. Tout ça pour mieux déceler les régions malades. D'accord. Et ensuite, on a une concertation pluridisciplinaire au cours desquelles, donc une réunion, au cours duquel on essaie de voir si on est bien convaincu de certaines structures qui seraient à l'origine des crises. Si cela est le cas, et si une opération peut être proposée dans de bonnes conditions pour le patient, ensuite, le geste sera défini et réalisé après cette étape-là. Mais chez moitié des patients environ, ces données seront discordantes. Donc, on aura soit une discordance entre les imageries et la clinique ou les données vidéo-G, soit tout simplement l'insuffisance de données, notamment dans le cas où on n'y voit aucune anomalie en IRM cérébrale. Ça ne veut pas dire que la chirurgie ne peut pas être proposée, mais ça veut dire qu'on y sera certainement en autre étape. Et cette étape-là, on appelle bilan préchirurgical de phase 2 ou en étape d'exploration intracérébrale. Donc là, c'est invasif, c'est ça? Tout à fait. Donc ça, c'est déjà un autre niveau, à la fois de risque, évidemment, pour le patient, mais aussi de la précision qu'on peut atteindre dans la définition des régions coupables ou des régions vraiment atteintes et générant les crises d'épilepsie. D'accord. Donc, ce sera ça l'objectif, d'être extrêmement précis dans la définition des parties des régions ou des régions qui sont à l'origine des crises, mais aussi des cartographies des régions fonctionnelles qu'il faudra épargner si on propose un geste chirurgical à visée de guérison. D'accord. Donc ça, c'est la SEEG. C'est bien ça. C'est l'exploration stéréoélectroencéphalographie. On a abrévié comme SEG et le mot stéréo signifie 3 dimensions. D'accord. Effectivement, les données sont de provenance à l'intérieur du cerveau et ce sont des sources électriques des structures cérébrales qui vont être captées de manière plus précise parce qu'on sera plus proche de ces sources. D'accord. Comparativement à un examen vidéo-G standard, dont les capteurs des signaux sont sur le scalp, sur la peau du patient. Ici, on aura des capteurs à l'intérieur des structures qui génèrent le signal. Et ça dure combien de temps, cet examen de SEEG? C'est sur plusieurs jours, hein? Des fois, on parle de plusieurs semaines, non? Sur le parcours, en termes temporels, l'examen vidéo-G et de la stéréo-G sont assez proches. D'accord. Mais l'examen de vidéo-stéréo-G est plus sophistiqué et donc prendra le double du temps, on va dire 2 semaines au lieu d'une semaine. D'accord. C'est le cas pour la vidéo-G. Et ça sera très intense en termes de différents tests, évaluations qu'on va réaliser chez le patient. Tout cela afin de cartographier les régions malades et les régions fonctionnelles. Et il y a aussi la possibilité de réaliser les gestes thérapeutiques. Oui, donc comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire en fait entre le neurologue et le neurochirurgien. Absolument. C'est vraiment un couple indispensable. Et c'est un couple qui reste tout le temps ensemble tout au long du parcours dès le premier stade
préimplantation. D'accord, On présente au neurochirurgien l'ensemble des données du patient, sa problématique exacte, ses aspects particuliers de ses crises, et on réalise ensemble la planification des cibles de chirurgie, donc des électrodes profondes, leur positionnement au sein du cerveau, ensemble avec le neurochirurgien. Ensuite, c'est le neurochirurgien qui va implanter le patient et on va prendre le patient en charge le jour même. Ensuite, l'accompagner pendant 2 semaines et à la fin de notre restauration, à nouveau se réunir avec le neurochirurgien pour définir les cibles pour les gestes thérapeutiques déjà à la fin de cette étape diagnostique pour proposer un geste thérapeutique qu'on appelle thermocoagulation et qu'on pourra proposer d'emblée à la fin de l'exploration. Alors la thermocoagulation, ça permet de faire une pause au niveau des crises, ou alors ça peut aider aussi à stopper les crises d'épilepsie. Parce que chez certains patients, il y aura des pauses de quelques mois, et chez d'autres, ça peut être en stand-by en fait pendant beaucoup plus de temps. Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on sait un peu plus parce que c'est une technique qui n'est pas si nouvelle, mais quand même relativement sous-utilisée sur les premières années, donc dès les années 2000, mais ensuite à partir des années 2015, on va dire sur la dernière dizaine, on l'utilise de plus en plus, notamment au centre de Marseille de manière systématique. Et nous avons observé que chez certains patients, cette technique peut donner un très bon effet, voire un effet durable à long terme. Sur plusieurs années, on a des patients qui répondent, qui restent développés sur plusieurs années. La plupart d'entre eux ont soit des lésions de très petite taille, soit des lésions bien particulières, comme notamment une martonoclamie ou des hétérotopies périventriculaires. Donc, c'est vraiment des patients qui sont excellents répondeurs à cette type d'approche, mais d'autres patients peuvent tout à fait aussi avoir un intervalle libre de crise qui peut durer plusieurs mois, voire même plus qu'1 an. Mais même chez les patients chez qui les crises peuvent venir plus tôt, cette technique est intéressante d'une part parce qu'elle propose effectivement d'interrompre les crises immédiatement et permettre un intervalle libre, mais aussi elle permet de pronostiquer les chances de réussite d'un geste de la chirurgie qu'on peut proposer derrière. Donc c'est comme une simulation finalement pour vous, ça permet de voir. C'est un élément de pronostication. Aussi, D'accord, très bien. Ce parcours de bilan pré-chirurgical, ça dure combien de temps? C'est assez long quand on voit tous les examens. Oui, malheureusement c'est un parcours qui peut prendre plusieurs mois. D'accord. En ce qui concerne la première étape, c'est relativement rapide puisqu'il s'agit d'un vidéojet d'1 semaine et puis des examens d'imagerie et un test neuropsychologique qui peuvent être regroupés, on va dire, en espace d'1 mois, 2 mois. Ça dépend ensuite des délais tout simplement pour organiser ces examens. Mais en ce qui concerne l'examen vidéochirurgie, c'est un examen beaucoup plus lourd et plus vu qu'il faut aller au bloc aussi. Voilà, bien sûr. Donc, qui implique aussi les anesthésistes, aussi d'autres collègues. Et on a malheureusement des capacités de réaliser cet examen relativement limitées en termes de places. D'accord. Comme nous à Marseille, on réalise 4 chirurgies par mois. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le nombre de patients est quand même très important. Donc, cet examen est malheureusement un peu limité par la longue liste d'attente. Pour les patients qu'on essaie de raccourcir, d'où une grande collaboration entre les différents centres de chirurgie de l'épilepsie, notamment nous, on collabore avec Lyon. Et donc, on essaie de s'entraider avec les patients. Et alors, on m'a parlé du cerveau virtuel à Marseille. Est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de ce fameux cerveau? À quoi il sert? Alors oui, cerveau virtuel, c'est un nouveau dispositif diagnostique et thérapeutique qu'on peut résumer comme un jumeau numérique du patient, de son cerveau individuel. Donc c'est vraiment un jumeau numérique qui construit à l'aide des techniques computationnelles très puissantes à partir des données réelles du patient, c'est-à-dire à partir de son IRM structural. On va reconstruire la surface du cerveau du patient. On va utiliser ces données de ce qu'on appelle la tractographie qui permet de rétablir les connectivités intracérébrales entre les différentes régions cérébrales, donc le connectome. Et donc ainsi, on aura ce qu'on appelle un avatar du cerveau qui représentera le cerveau réel du patient.
presque si précisément comme on peut le voir, effectivement, un IRM de base. Et ensuite, on va utiliser une approche de modélisation biomathématique et on va équiper chaque région du cerveau, on va dire, d'un modèle biomathématique qui va mimer l'activité neuronale. Donc, l'activité physiologique neuronale, c'est-à-dire la génération de rythmes cérébraux, va être mimée au sein du cerveau virtuel. Et ensuite, à l'aide de différentes analyses statistiques très sophistiquées, ce dispositif va essayer de définir les régions du cerveau de ce patient capables de générer les crises, les régions épileptogènes. Oui. Et ensuite, les visualiser au sein de l'imagerie du patient pour que les médecins et les neurochirurgiens peuvent voir ces régions. Donc, c'est en gros, on va limiter cette présentation très brièvement. Mais aujourd'hui, ce dispositif est utilisé au sein d'une étude prospective en France, multicentrique, afin de tester son intérêt, son plus-value pour la prise en charge des patients sur le plan diagnostique. Donc, sur le plan de définition, l'aide à la définition des régions épileptogènes, aussi l'aide à la décision chirurgicale. D'accord. Le deuxième volet de ce dispositif, c'est de proposer une chirurgie virtuelle, c'est-à-dire déjà les possibilités de tester différents scénarios chirurgicaux, non pas sur le patient réel, mais sur cet avatar, voilà. D'accord. Sur son avatar, pour trouver la meilleure solution. D'accord. Puisque ce qu'on a compris, à l'aide d'ailleurs aussi de cet avatar, que en fait, il n'existe pas qu'une seule solution chirurgicale pour aboutir à la liberté de crise, c'est notre but, mais il existe plusieurs solutions. D'accord. Et ça, c'est très important puisque ça permet de choisir la meilleure solution à la fois en termes de risque fonctionnel, mais aussi en termes de meilleures chances pour être libre de crise, c'est ça, voilà. Oui, parce qu'il faut penser à la liberté de crise et puis au risque irréversible après suite à l'opération. Comme ce sont vraiment des technologies de très haut niveau qui utilisent aussi l'intelligence artificielle, on peut mimer jusqu'à centaines de scénarios. Donc ça paraît très impressionnant. Bon, en général, on n'a pas besoin d'autant de scénarios. Mais c'est possible. C'est possible. Et s'il s'agit de situations où vraiment on peut diminuer les risques, notamment pour la mémoire, pour le langage, ça peut être très important pour le patient. En choisissant un scénario alternatif à quoi on n'aurait pas pensé spontanément. D'accord. Et vous l'utilisez depuis combien de temps? C'est assez récent, ce cerveau virtuel? Alors, ce cerveau virtuel, les premiers développements ont commencé en 2016. D'accord. Et l'étude multicentrique nationale a commencé en 2019, qu'on a terminé donc en termes de participation des patients l'année dernière, donc 2024, et qu'on va maintenant analyser les données des patients. En ce qui concerne la chirurgie virtuelle, c'est actuellement, en termes d'établissement de données préliminaires, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment testé chez les patients. On teste chez les données rétrospectives des patients. D'accord. Donc, des patients pour lesquels on connaît déjà leurs résultats chirurgicaux et on essaie d'entraîner le modèle à proposer les meilleurs scénarios avec la réponse conformée. Oui. Donc, c'est le principe de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, c'est une nouvelle technique, ça va apporter des meilleurs résultats pour les patients. Peut-être aussi une prise en charge plus rapide aussi par la suite. Enfin, quand on voit toutes les nouvelles technologies qui arrivent, il y a sans doute de l'espoir pour avoir peut-être des nouveaux patients qui n'étaient pas éligibles à l'opération il y a quelques années. Qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que neurologue, avec toutes ces nouvelles techniques qui arrivent? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont non seulement de proposer la meilleure chance de guérison, qui est toujours notre objectif principal. Il faut dire que pour la guérison, on est un peu dans l'histoire des stationnaire, on va dire, parce que lorsqu'on regarde nos résultats il y a 10 ans, combien de pourcents de patients ont pu guérir, et aujourd'hui, il y a une petite amélioration en termes de chiffres, ce qui est dommage, parce qu'on pouvait véritablement faire mieux. Donc, les nouvelles techniques, notre histoire dans cette nouvelle technique, c'est de vraiment aller au meilleur, un meilleur résultat. Et guérir à 100% si on peut, pourquoi pas. Je pense que deuxième chose, c'est vraiment de diversifier l'offre chirurgicale.
Ça, c'est très important. C'est ça ce qui, je pense, permettra à terme d'améliorer les taux de guérison des patients. Et cette diversification d'offres entre les chirurgies mini-invasives, les chirurgies plus classiques ou même des moyens de neuromodulation qui étaient plutôt considérés comme gestes de non-guérison mais plutôt supplémentaires, aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus individualisés. Et cette individualisation, je pense, permettra à terme, à moyen terme, d'aller vers la guérison, chez plus de patients, et notamment chez des patients qui ont été peut-être contre-indiqués pour le projet chirurgical il y a quelques années. Ok. Oui, parce que il y a plusieurs années, quand on parlait de chirurgie de l'épilepsie, c'était l'opération typique. On pensait c'est la cortectomie, c'est bien ça, voilà. Oui. Mais maintenant, il y a différentes techniques qui existent. Donc du coup, ça multiplie la chance en fait pour des patients qui n'étaient pas éligibles finalement. Oui, surtout les techniques ce qu'on appelle mini-invasives, c'est-à-dire les techniques qui permettent d'éviter les ouvertures du crâne, qui sont toujours un peu traumatisantes et peuvent donner des conséquences, des complications. Parmi ces techniques nouvelles, c'est la chirurgie laser, c'est aussi la thermocoagulation dont on a déjà parlé, c'est aussi la thérapie gamma-knife. Oui, qui propose cette approche mini-invasive. Et ensuite, utilisation, on va dire, des cerveaux virtuels pour mimer la chirurgie, pour mimer les gestes thérapeutiques, permet d'optimiser et proposer notamment la chirurgie à des patients qui ont des épilepsies focales, pas passifocales finalement. D'accord. Parce que on a en vérité un tout petit pourcentage des épilepsies focales chez qui les régions épileptogènes sont très compactes au sein du cerveau. La plupart du temps, ce sont des régions, soit plusieurs régions, soit même plusieurs régions très distribuées au sein du cerveau. Et pour ces patients-là, souvent, il est impossible d'opérer, bien sûr. Un geste, c'est trop risqué. Alors que si on applique les gestes mini-invasifs, on peut agir sur différents, on va dire, nions de ce réseau malade et il est quand même très efficace. D'accord. C'est notamment le cas de thermocoagulation, mais ça peut être aussi le cas, dans certains cas, pour la chirurgie laser. Oui, donc ça aide les patients justement qui ont différents foyers finalement. La chirurgie, c'est vraiment pour aider, pour aller vers la guérison possible, éventuelle. Et comment sont préparés les patients et leurs aidants en fait vers cette possible guérison? Parce que je pense à des patients qui ont vécu par exemple avec 20 ans de crise. Du jour au lendemain, ils sont libres de crise. Est-ce qu'ils sont accompagnés pour ça? Oui, l'accompagnement est très très important dans ce parcours qui reste un parcours lourd pour les patients et pour ses aidants, pour sa famille, que ce soit les adultes ou les enfants d'ailleurs. Et on l'accompagne à chaque étape avec l'équipe. Donc on travaille en équipe évidemment, médicale et paramédicale, ensemble avec les infirmières presque avancées. Ça commence par un entretien avec le neurologue traitant, ça continue lors de l'enregistrement vidéo prolongé, soit on a un peu plus de temps pour parler aux patients et à ses proches, pour discuter avec eux. Il est important, je pense, expliquer non seulement chaque étape, mais les limites. Puisque parfois les patients peuvent espérer, par exemple, de pouvoir arrêter tous les traitements, mais ce n'est pas un objectif qu'on peut toujours atteindre. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent par rapport à cet aspect-là, et donc il faudra que cet aspect soit bien clair pour le patient. Également, il faut prévenir que, par exemple, on ne peut pas changer la personnalité du patient, donc ça peut être une source d'angoisse. C'est ce que j'ai vu. C'est vrai que c'est un mythe, ça. On l'entend souvent, les patients dire là, mais je vais changer de personnalité ou. Donc ça, c'est important de préciser, d'assurer que non, on va pas changer la personnalité ni le caractère. On peut améliorer certaines fonctions, notamment chez l'enfant. C'est l'enjeu que pourquoi on doit se dépêcher pour opérer au plus tôt possible. Mais si il y a une certaine perte de fonction, malheureusement, on pourra probablement pas les regagner. On pourra stabiliser ou améliorer les fonctions. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut opérer quand on peut le plus rapidement possible chez les enfants pour pas perdre toutes ces fonctions là alors. Oui. D'accord.
on a vraiment l'enjeu de temps, Oui. même aussi pour les adultes, donc Oui. mais pour l'enfant encore plus, dont le cerveau est en développement. Et bien sûr, pour l'enfant, chaque mois, chaque année compte. D'accord. Mais aussi, globalement, pour le pronostic, pour la chance de réussite, il est important d'opérer au plus tôt possible. Puisque l'épilepsie, comme on l'a compris aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de stationnaire, c'est un processus dynamique dans le temps, à plus large échelle, donc à l'échelle des années. Si on peut comparer certaines fonctions du patient atteint d'une épilepsie vraiment pharmacorésistante avec beaucoup de crises à travers des années, on peut remarquer qu'il peut y avoir une perte de mémoire ou de fonction et ou bien aussi extension de régions malades qui étaient d'abord d'un côté mais peuvent ensuite être de deux côtés. Avec le temps, ça peut, enfin le foyer peut s'agrandir alors. Oui, on peut avoir des évolutions comme ça lorsque l'épilepsie reste très active. C'est notamment le cas d'une épilepsie qui intéresse la région temporale, temporale du cerveau. Puis on peut avoir cette bilatéralisation et dans ce cas-là, le projet chirurgical sera compromis puisqu'il ne permettra pas évidemment la guérison qui est notre but. D'accord. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour toutes ces questions. Alors j'avais quelques questions instant confession. Julia, est-ce que vous êtes neurologue, vous l'avez toujours désiré en fait, neurologue, c'était vraiment le métier que vous vouliez faire ou vous êtes venu par hasard en fait dans le métier de la neurologie? Alors le métier de neurologie, je me suis passionnée étant étudiante en médecine. Grâce à des travaux de recherche qui ont été proposés aux étudiants. À l'époque, c'était en neurologie pédiatrique. D'accord. Et donc, je me suis beaucoup intéressée aux enfants. J'ai même essayé de faire plutôt neuropédiatre. Et ensuite, je pense que c'était grâce à mes années d'internat, à mon premier stage d'internat en service d'épileptologie à Strasbourg chez le professeur Edouard Hirsch, que je me suis vraiment passionnée pour l'épileptologie. D'accord, ok. Donc la neurologie, c'était pas la passion, c'était plutôt quelque chose qui m'a plu. Vraiment la complexité du cerveau, c'est très intéressant. C'est à la frontière avec d'autres domaines, des sciences, des psychologies, de la philosophie, la conscience, évidemment. Mais dès mon premier stage en épileptologie, c'est là où je me suis vraiment passionnée pour ce domaine. Et c'est grâce d'ailleurs à la chirurgie de l'épilepsie, puisque en tant que jeune interne, j'ai pu voir les patients guéris de l'épilepsie, les accompagner lors de leur parcours et voir vraiment qu'on peut leur proposer une solution de guérison. Et ce message très positif, il est rare en neurologie. C'est sûr. En neurologie, c'est un domaine où on a beaucoup de maladies sévères, souvent progressives, pour lesquelles on n'a pas trop de solutions radicales, on va dire. Alors que là, j'étais vraiment impressionnée en tant que jeune médecin par le fait que c'est l'espoir en fait, par cet espoir qu'on peut réaliser. C'était peut-être romantique un tout petit peu au début, mais il en faut. C'était vraiment la découverte pour moi, la vraie découverte. Dès lors, c'est ça, j'ai compris que je voulais vraiment être épileptologue. D'accord. Et vous êtes resté dedans, vous avez pas changé. Qu'est-ce qui vous plaît le plus actuellement dans votre métier? Enfin, ça peut être la relation avec les patients, qu'est-ce qui vous anime en fait? Alors, difficile à dire comme ça. Je dirais que la richesse à la fois d'échange. Donc, on a vraiment un travail avec le patient, ses proches, avec des patients de différents âges. C'est aussi rare parce que finalement, on s'associe aux enfants. Oui, des enfants, aux personnes âgées. Aux personnes âgées, aux adultes. La recherche travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc, à nouveau, on n'y pas c'est juste confier dans son coin, mais échanger avec les neuropsychologues, avec les psychiatres, avec les neurochirurgiens et bien sûr au sein de notre équipe. Mais aussi, je suis très passionnée par la recherche sur la cognition, sur l'épilepsie évidemment, et je pense que c'est une grande source d'épanouissement pour moi de pouvoir vraiment voir qu'on peut avancer, on peut encore découvrir les choses sur le cerveau. Il y a tellement à découvrir encore. D'accord, merci beaucoup pour vos confessions, pour toutes ces explications. C'est vrai que c'est quand même plus clair. La chirurgie
de l'épilepsie, ça peut être très très complexe. Donc là, voilà, vous avez pu nous ouvrir un peu mieux sur le sujet. Donc je vous remercie beaucoup pour votre accueil et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres épisodes sur les ondes positives. Merci beaucoup.